Dans 100% des pentests que je peux faire, il y a un problème d'identité. C'est systématique et c'est généralement le problème numéro 1 que je peux rencontrer. J'espère juste que les auditeurs ne m'écoutent pas et que la CPR n'écoute pas cette émission. On va parler de plein de choses, mais revenons au basique, revenons au b.a.-ba. Pour moi, 10 à 15 ans, c'est assez jeune. Moi, mon legacy, il a 20 ans, 25, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour certaines centrales. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire. Tout le monde le fait, mais on n'a pas le droit de le faire. Moi, je peux interdire tous les accès que je veux, on arrête de travailler, on se connecte plus, on branche plus les PC, tout va bien, mais dans ces cas-là, plus de business, plus de sécurité non plus, on ne sert à rien. Avec l'IA, on est en train de tout perdre. Normalement, en 2026, personne ne devrait écrire un mot de passe dans un mail et se l'envoyer. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle émission des tables rondes de Risque Intel Média. Aujourd'hui, on va parler de l'identité est-elle la nouvelle frontière de la cybersécurité. Et ce soir, on est en partenariat avec Delinea. Mais surtout, nous avons avec nous 4 experts qui vont répondre à mes questions, répondre potentiellement aux vôtres, mais surtout commencer par se présenter. Et je commence par Shaoki Chaban. Bonjour à tous, donc Shaoki Chaban. Je travaille pour Delinea depuis plus de 4 ans maintenant et je m'occupe du segment Enterprise. Donc je travaille sur ce sujet avec une bonne expérience et surtout une bonne compréhension de la maturité de l'identité chez les grandes entreprises. Alors, on va pouvoir justement en discuter. Julien Métayer. Bonjour, Julien Métayer, donc moi je suis pentester, donc je fais des tests d'intrusion sur les systèmes informatiques et je suis également enseignant et je fais de la recherche sur l'OSINT, l'Open Source Intelligence, donc les sujets de l'identité et des données sont en plein dans mes 2 cœurs de métier. Patrick Renaudin. Bonsoir à mes collègues autour de cette table. Moi, je suis tombé dans l'identité il y a 25 ans. Je m'occupe de l'identité au sein de la direction sécurité d'un grand groupe d'assurance. Et voilà, donc je dirais l'identité, c'est ma passion. Ah bah génial. Et Fabien Miquet. Et bonsoir à tous. Moi, j'ai passé 18 ans d'abord chez un grand avionneur européen qui fait des avions qui commencent par A et des lanceurs aussi qui commencent par A, si vous ne perdez pas le fil. Et depuis 8 ans maintenant, je suis un grand équipementier industriel et je vais essayer de vous apporter finalement cette vision aussi terrain et du monde de l'usine peut-être aujourd'hui, qui pourrait être aussi intéressant. Et l'identité, c'est pas ta passion? Bien sûr. Maintenant, t'as mis le niveau très haut. Bon, parfait. Alors, on va commencer par une actualité récente, pas si récente, c'était il y a quelques mois de cela, donc c'était en décembre 2025. Vous l'avez tous vu passer, j'imagine, mais on va remettre au contexte. Donc, le ministère de l'Intérieur français qui a confirmé une intrusion qui a duré plusieurs jours, dans lequel justement les attaquants ont réussi à compromettre des messageries d'employés et à récupérer des mots de passe qui avaient été échangés en clair. Donc là, c'est une institution quand même qui gère près de 300 000 agents avec des opérations également de police. Donc quand on voit ça, est-ce qu'on peut encore se dire que la gestion des identités, finalement, ça reste secondaire ? Alors je pense qu'il faut relativiser aussi, on a entendu beaucoup de chiffres sur cette affaire-là, on a parlé à une époque de 16 millions de fiches, et je crois qu'on est finalement aux alentours de 16. Donc, pas 16 millions, 16. Ouais, il faut relativiser l'impact qu'a eu cette affaire. En revanche, c'est quand même significatif d'un problème important, c'est-à-dire le fait qu'avec une identité finalement assez simple à obtenir, un piratage d'une boîte aux lettres, on peut accéder à ce type de données, et qu'aujourd'hui il manque certainement des barrières, des contre-vérifications telles qu'on peut les retrouver par exemple dans le monde bancaire ou dans d'autres environnements plus sensibles en tout cas. Oui, en fait, moi, ce que je veux dire en fait par rapport à ça, c'est que on a quand même en fait un certain nombre de contre-feux ou de barrières de sécurité qui n'étaient pas mises en place. On parle du MFA. Normalement, dans notre vie privée, nos banques, nos assurances nous mettent un second facteur d'identification partout. Là, visiblement, on est dans un cas de figure où c'est pas déployé. Dans mon groupe, on déploie forcément dans les banques également. Autre chose, on est aussi sur du comportemental. Normalement, en 2026,
personne ne devrait écrire un mot de passe dans un mail et se l'envoyer. Donc là, en fait, on voit bien que oui, l'identité c'est quelque chose qui est important et que je dirais que la prise en compte en fait aujourd'hui est pas encore, même dans des grandes institutions comme là le ministère et dans des grands groupes, en fait, on doit le travailler en fait tous les jours et sans cesse il faut remettre le métier sur l'ouvrage. Et je crois que c'est ça en fait que ça démontre. Parce que sinon, on sait que depuis longtemps, l'identité est au cœur, est le sujet en fait principal, quoi. C'est la clé en fait. Tu nous en parleras probablement en fait tout à l'heure. Moi, je suis intéressé pour le fait que tu expliques aussi. Alors, moi, j'aime beaucoup être en contradiction avec ce qui se dit, ou en tout cas nuancer les propos. Aujourd'hui, il y a des procédures de MFA, de zéro trust dans un certain nombre d'institutions, alors, le privé, le public. Il n'y a pas de comparaison en termes de valeur. En revanche, il faut se rendre compte que dans certains métiers, j'ai pensé notamment aux hôpitaux, on en parle un petit peu moins, mais qui sont dans la même situation où les contraintes de travail ne permettent pas toujours d'appliquer ce qui pourtant a bien été mis en place et est parfaitement connu des utilisateurs. Donc il y a parfois des contraintes d'utilisation qui sont juste pas applicables, c'est-à-dire que peut-être la mauvaise méthode d'authentification a été mise en place et n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité. Tu vas aux urgences, tu n'auras pas de console Windows qui va être verrouillée, effectivement. Moi, je me mets à la place, si j'ai mon père ou ma mère qui sont en train de se faire opérer, ça va peut-être m'embêter si le chirurgien est obligé de déverrouiller la session et se dit mince, j'ai une mise à jour à faire où il faut que je change mon mot de passe. Je prends un cas volontairement un peu caricatural, mais effectivement, c'est exactement ce que tu dis, et moi, je me retrouve complètement dans le monde de l'industrie sur ces contraintes-là. Tout à fait. Mais nous, ce qu'on constate, c'est toujours la même chose, en fait. On en parle beaucoup, mais c'est le niveau de maturité qu'on voit dans les organisations. On parle de beaucoup de choses, là, on demande si c'est secondaire ou pas. Quand on arrive, on se dit qu'on est au ministère de l'Intérieur, quand même. Qu'il y a des procédures, on a la compliance, on a tout un tas d'outils, parce que on est sûr que dans ce type d'organisation, on a des outils, on a des procédures, on dépense beaucoup d'argent, mais en fait, on se rend compte que le b.a.-ba n'est pas mis en place. Et c'est vraiment, et c'est là où vous allez m'entendre beaucoup parler du niveau de maturité. De ce qu'on dit et de ce qu'on fait. On va parler d'IA, on va parler de plein de choses, mais revenons au basique, revenons au b.a.-ba. Et aujourd'hui, on voit des personnes physiques, pas des organisations, qui prennent la peine d'utiliser un coffre-fort de mots de passe. Et on voit dans des organisations, ministère de l'Intérieur, police, où on peut se retrouver avec des mots de passe en clair dans des messageries. Et c'est là où il faut remettre les choses à leur place. C'est pas toujours qu'une question d'argent, d'outils, mais c'est vraiment une question d'éducation et de prendre la main, prendre les gens par la main et de leur expliquer pourquoi ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Alors, justement, Julien, tu disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont pas vraies. Donc, effectivement, dans le fantasme concernant cette histoire, tu parlais des 16 millions. En fait, c'est que 16 fiches qui auraient fuité. Par contre, on est d'accord, il n'y avait pas de double authentification. Ça, c'était pas du fantasme. Alors aujourd'hui, les informations communiquées, en tout cas au grand public, me permettent difficilement de dire ce qui est et ce qui n'est pas. Je pense qu'en plus, les enquêtes sont toujours en cours. Okay. Donc c'est difficile de dire il y avait ou il y avait pas. À travers, moi j'ai un rôle de réserviste pour le ministère de l'Intérieur, donc j'ai un poste de travail. C'est pas si simple de se connecter sur les services du ministère de l'Intérieur. Il y a des cartes, à enficher, il y a des codes à saisir, il y a des VPN, il y a tout ça. Ça a été mis en place. Simplement, quand un des composants par exemple ne fonctionne pas, il va quand même continuer à falloir travailler. Donc on va passer par une boîte personnelle. Et c'est souvent là que le problème il se trouve, c'est que parfois on peut pas s'arrêter de travailler. Les hôpitaux, les forces de police, l'industrie, et à un moment donné, il faut quand même continuer à le faire. Et c'est là généralement qu'on va déroger à des règles qui ont pourtant été mises en place et qui sont souvent quand même, et c'est le cas, draconiennes. Et là, on va faire des erreurs. Et le fait aujourd'hui d'envoyer un mot de passe par email, il y a quasiment aucun système qui permette de l'empêcher. Bien sûr. Donc, il y a à un moment donné, l'éducation, la sensibilisation, elle est importante, mais l'humain, il est faillible. L'humain, le vendredi soir à 17h, il fait une erreur avant de partir parce qu'il est fatigué. Et c'est bien comme ça que commence, aujourd'hui, je crois que c'est 95% des attaques qui commencent par une erreur humaine. Donc, on en revient toujours à ce facteur humain. Alors pour la défense du ministère de l'Intérieur, si c'est pas 16 millions de fiches qui ont été exfiltrées, c'est parce qu'il y avait
un mécanisme de sécurité en fait dans leur politique interne qui empêchait de pouvoir tout télécharger d'un coup. Donc ils étaient obligés de télécharger une fiche par 2 fiches par 3 fiches et puis le temps qu'ils avancent, on a détecté leur présence et on a donc tout pu couper. Et ça, c'est une mesure de sécurité qui est celle de ne pas pouvoir en 5 minutes extraire absolument tout. Donc il y avait un peu de sécurité, peut-être juste pas là où on voulait, mais à voir encore, comme tu disais Julien, l'enquête est en cours, donc ça on en saura un peu plus. J'avais un autre chiffre à partager avec vous. 90% des organisations apparemment feraient pression sur leurs équipes de sécurité pour assouplir les contrôles d'identité liés à l'IA. Donc je me pose la question, jusqu'où on peut vraiment accepter de dégrader les contrôles d'identité sans perdre le contrôle? Et j'ai envie de poser la même question au public qui est en train de nous regarder. Accepteriez-vous de réduire les contrôles d'identité pour accélérer les usages liés à l'IA dans votre organisation? Vous pourrez répondre oui, non, ça dépend. Et on va écouter ce que pensent les personnes autour de la table. Moi, il y a quelque chose qui me gêne dans la question, quelque part, c'est le terme assouplir. Enfin, on assouplit rien en cyber. En tant que responsable sécurité, non, pas assouplir. Adapter, oui. C'est-à-dire, on le dit depuis tout à l'heure, c'est la règle du compromis. On parlait beaucoup des hôpitaux tout à l'heure, tu disais Julien, nous on est dans un métier de compromis, le remède doit pas être pire que le mal, tu le disais, on va mettre des mécanismes de sécurité, ça peut être aussi faillible, encore plus dans le monde de l'usine, on fait attention à la dispo en avant, hein, donc effectivement on veut produire, donc on va essayer de pas dégrader finalement la totalité du système. Mais assouplir les contrôles, non. Je les adapterai, mais on contrôle pas. Après, on prend une décision. Ça reste une décision business, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. Sans business, il n'y a pas de sécurité. Moi, je peux interdire tous les accès que je veux, on arrête de travailler, on se connecte plus, on branche plus les PC. Tout va bien, mais dans ces cas-là, plus de business, plus de sécurité non plus, on sert à rien. Donc, bien évidemment, il faut continuer à laisser travailler. L'IA, oui, c'est une avancée énorme et mon employeur est également beaucoup engagé dans l'IA. Néanmoins, assouplir, ça me dérange un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis assez d'accord avec toi. Ça m'arrange. Désolé Yasmine. Bon. Alors c'est pas moi qui ai écrit cet article, hein, pour le coup. Oui, pardon. Je m'en lave les mains. Parce que il faut revenir aussi peut-être aux fondamentaux. Faut-il ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'assouplir? Est-ce qu'on a besoin d'adapter? Mon groupe d'assurance aussi commence à investir en fait beaucoup dans l'IA et dans les agents IA. Aujourd'hui, la stratégie qui a été retenue, c'est de dire la gouvernance et les règles que l'on a en place doivent continuer. À savoir que quelqu'un, un développeur, une équipe, un propriétaire d'application, donc avec un métier derrière, développe quelque chose autour de l'IA. On sait, alors on le verra, on en parlera un petit peu plus tard sur la notion de responsabilité, etc. Mais c'est jamais en fait quelque chose qui vole tout seul en fait sans être rattaché. Donc nous aujourd'hui, les agents comme les identités non humaines ont en fait une identité. Ils ont des droits d'accès et dans leur exécution, ils sont toujours sous la responsabilité, le on behalf of en anglais, et donc on sait toujours en fait les rattacher à une personne humaine qui exécute en fait un programme, une application dans laquelle on va trouver en fait de l'IA. Et l'exemple en fait il est simple, c'est que par exemple moi je ne suis pas RH, si j'exécute quelque chose qui à un moment donné lancerait un agent IA pour aller vider l'ensemble des dossiers RH de ma compagnie, peut-être que l'agent aurait le droit, mais moi, Patrick Renaudin, je n'ai pas le droit en fait. Donc c'est bien la somme des deux en fait, la somme des droits de l'identité et la somme des droits de la personne qui exécute son application dans lesquelles il y a de l'IA qui font que on a ou pas le droit finalement d'exécuter des choses. Ce qui veut dire que pour moi, la gouvernance, alors pas toujours facile à mettre en œuvre, hein. Il faut aussi lutter avec la vitesse ou ce que voudraient faire les gens, mais en fait la gouvernance que l'on a au niveau des identités humaines doivent être appliquées, les mêmes règles doivent être appliquées au niveau des identités non humaines et en particulier sur de l'IA. La base, je pense que c'est hyper juste ce que tu dis, c'est que la base déjà, c'est qu'il faut qu'il y ait une gouvernance. Oui. Et je pense que le niveau de maturité ou plus ou moins d'immaturité dont tu soulevais tout à l'heure, Shaoki, c'est le fait que souvent il n'y a pas de gouvernance. Il n'y a pas de gouvernance. C'est quoi la base? C'est la gestion des risques. C'est d'abord se poser la question. Je protège que ce que je connais. Ok, IA, pas IA. On n'est pas de dire c'est le diable ou pas. C'est simplement de se dire il y a une gestion du risque. Après, j'accepte ou pas le risque, je transfère chez un assureur, par exemple, le risque. Pourquoi pas gratuitement. Et néanmoins, ça permet aussi au moins de se poser la question. Je permets pas, mais au moins je pose la question et je sais où j'en suis. Et puis mon environnement change. Donc ce que je vais pas permettre ou pas tolérer aujourd'hui, je peux le permettre ou le tolérer demain. Mais je prends le relais là sur la partie IA parce qu'on parle de la frontière. Est-ce que l'identité est la nouvelle frontière? L'IA, elle est en grande partie en train de perturber
tout ce qui est gestion des identités. Quand on voit quand on revient à la gouvernance, est-ce que l'IA c'est une identité comme une autre en fait, et la gouvernance, une IA c'est une identité non humaine, mais c'est une identité et on doit savoir qui est cette identité, qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, quelles sont les limites, et c'est vrai que est-ce qu'on doit laisser aujourd'hui déjà, on sait très bien que les identités non humaines, elles sont largement plus importantes que les identités humaines au sein d'une organisation. Est-ce qu'il y a déjà une gouvernance en place? Il faut la prolonger exactement de la même façon. Et on parle de quelque chose de super important. C'est la visibilité qu'on a sur les identités. Aujourd'hui, on est en train de perdre toute la visibilité. Là où on pensait maîtriser à peu près nos identités, avec l'IA, on est en train de tout perdre. Et il faut se mettre en tête que il faut reprendre le contrôle de toutes ces identités. Et aujourd'hui, la visibilité, on doit l'avoir en temps réel et tout le temps. Parce que là où on pensait à peu près contrôler le nombre d'identités qu'on a, aujourd'hui, ça bouge tout le temps, quoi. Il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Qu'est-ce qu'elles ont le droit de faire? Et c'est vraiment notre job, justement, en tant que identity security, protéger l'identité. On se rend compte que le réel axe de progression, c'est d'avoir une vision en temps réel de toutes ces identités qui arrivent et qui repartent, et qu'est-ce qu'on en fait. Là, il y a un point qui est important, je trouve, sur effectivement la visibilité. Et tu le disais tout à l'heure, en fait, ce qu'on ne voit pas, on ignore ce qu'on ne voit pas ou ce dont on n'a pas connaissance. Là, il y a un vrai risque, effectivement, de multiplication. Et je dirais que pour moi, l'IA, en fait, c'est plus un révélateur des failles ou des déficiences ou des faiblesses que l'on avait, en fait, déjà dans nos organisations et dans nos entreprises. Et éventuellement, il y a peut-être une accélération. Et puis, si c'est pas, alors dans les grands groupes en particulier, si c'est pas normé avec des cadres, des frameworks d'architecture et des choses comme ça, on peut avoir des équipes qui font un petit peu n'importe quoi. Alors par chance, on est dans des grands groupes et donc normalement, on a des départements architecture ou également du point de vue de la sécurité qui normalisent ça. C'est le cas dans mon groupe d'assurance, et ce qui fait qu'on arrive un petit peu à contraindre les choses. Mais oui, le problème c'est ça, c'est que je ne sais pas si aujourd'hui, même chez moi, on a un bon référentiel sur les identités non humaines. Alors, on en a déjà des identités non humaines depuis bien longtemps. Mais donc, je ne sais pas si on a un bon catalogue, un bon référentiel, si on sait assez facilement. Moi, je suis dans un domaine qui est très réglementé, avec beaucoup d'autorités de contrôle. On passe notre vie à répondre à des audits, à donner des justifications, des pistes d'audit, des référentiels, etc., etc. Je ne sais pas si on aurait une facilité à lister déjà l'ensemble des identités non humaines qu'on aurait, par exemple, dans la boutique. Quel est son propriétaire de l'autre côté? On devrait pouvoir y arriver, mais peut-être pas à la vitesse à laquelle un auditeur voudrait l'avoir. Alors, si on se pose d'un point de vue offensif, je mets ma petite casquette rouge, l'IA, on va le retrouver à deux niveaux. Quand on est confronté à des tests d'intrusion, le premier, c'est que les IA servent aux intrusions. C'est-à-dire qu'en face des IA qui sont défensives ou de surveillance, on va retrouver des IA qui sont tout à fait intelligentes et qui vont faire ce travail plus rapidement, plus efficacement, tout en connaissant les modèles qu'elles ont en face. Donc il y a une vraie difficulté aujourd'hui de dire, la cybermalveillance a évolué, les IA sont avec nous comme en face de nous, et ça il faut pas l'oublier. Le point qui est important, et tu parlais des grands groupes tout à l'heure, les grands groupes ont des structures, de la gouvernance, des processus, des audits, d'ISO 27001, ce genre de choses, mais les grands groupes ont aussi un legacy. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les IA, elles travaillent sur quoi? Elles travaillent sur des bases de données et des applications qui peuvent avoir 5, 10, 15 ans, qui héritent de toutes les vulnérabilités, ou en tout cas des choses qui n'ont pas forcément encore été découvertes, ou qu'on ignorait, ou qui étaient suffisamment cachées pour pas être attaquées, et que les IA vont du coup connecter via ces agents effectivement non humains, et du coup ouvrir des ponts vers des technologies ou des anciens développements à une époque où la cyber était pas forcément le fil rouge du moment. Et on va retrouver ces problématiques de dire il faut faire évoluer ces technologies, ça coûte cher. Aujourd'hui, un développeur COBOL, ça coûte cher, pour ceux qui ont encore ça dans les banques. Les assurances. Et les assurances aussi, je dis pas ça par hasard. Mais aujourd'hui, il y a aussi le poids du passé, et il y a surtout l'investissement à mettre pour faire évoluer un ensemble de technologies qui sont pas nées avec la cyber, mais qui aujourd'hui, avec les IA et les interconnexions en général, sont des cibles.
Ah, tu viens de pointer ma vie de tous les jours d'ingénieur et de responsable cybersécurité en système industriel, parce que pour moi, 10 à 15 ans, c'est assez jeune. Moi, mon legacy, il a 20 ans, 25, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour certaines centrales. Donc, ouais, je tente de dire mettre de l'IA sur du Windows 98 ou du Windows 3.1, puisqu'on en trouve encore. Ouais. C'est assez compliqué, c'est la vie de tous les jours. Ça oblige à être un peu schizophrène aussi et à se dire, il y a ce qu'on appelle le monde de l'IT d'un côté, l'information technology, celui qu'on connaît tous, mon fameux smartphone que je change tous les 3 à 5 ans. Et puis il y a mon usine de l'autre qu'on appelle l'OT, l'operational technology, où là effectivement, on trouve cette rupture protocolaire et technologique, je dirais. Où là, effectivement, on est quand même très très loin du monde de l'IA et pourtant, on en vient à mettre des réseaux neuronaux sur les usines, sur des choses qui étaient air-gappées, comme on dit, c'est-à-dire qui étaient complètement déconnectées il y a encore 10 ou 15 ans, qui ne le sont plus du tout non plus. Donc c'est vrai qu'on est sur du tout connecté, sur de la convergence IT-OT, sur des nouvelles technos qui cohabitent d'autres anciennes, qui n'ont pas du tout été conçues pour être sécurisées non plus par nature. Le fameux security by design, security by default, on oublie complètement. On est dans la culture de la safety, la sécurité des biens et des personnes. On veut d'abord que on tue pas l'opérateur, l'automaticien, le superviseur. Ensuite, on veut que la machine, elle se sabote pas trop elle-même. Et après, en l'occurrence, on veut essayer de produire avant toute autre chose. Et là, effectivement, on a tout le cocktail pour quelque chose qui est quand même assez compliqué à résoudre, mais compromis. Alors, je vais vous donner la réponse du public, parce qu'on leur a quand même demandé de voter avec nous. Alors, je répète la question. Accepteriez-vous de réduire les contrôles d'identité pour accélérer les usages liés à l'IA dans votre organisation? On a oui à 7%. On a 53% de non et 40% de ça dépend. Ça dépend de quoi? Telle est la question, c'est intéressant. Ça dépend, ça. Mais on a un petit 7% qui sont prêts à assouplir, et qui apparemment n'ont rien dit sur le mot assouplir. Alors, ma prochaine question, et justement ça revient un peu, j'ai entendu quelques bribes qui faisaient l'introduction de ma question, ça concerne justement les identités internes et les identités externes. Donc je comprends que parfois il peut y avoir 4 à 5 fois plus d'identités externes que d'identités internes dans une grande organisation. Pourquoi est-ce que c'est si mal maîtrisé? Peut-être recontextualiser ce que c'est qu'une identité interne et une identité externe pour ceux qui nous suivent, même si on a des experts en cybersécurité, et puis surtout répondre à la question pourquoi. Alors moi, je suis particulièrement concerné dans dans le secteur de l'assurance. Les produits d'assurance se vendent beaucoup par les réseaux de distribution, dont les courtiers. Donc moi, j'ai globalement 5 à 6 fois plus d'identités, donc on va dire externes, que d'identités internes. Donc les identités internes sont tous les gens qui relèvent d'un contrat de travail. Donc, pour faire simple, dans les identités externes, la majorité de mes identités externes donc sont mon réseau de distribution, les courtiers, sur lequel donc je vais réexpliquer juste après. Et puis après, j'ai des partenaires, j'ai également des prestataires informatiques. Mais là, ce sont en fait des gens, les prestataires sont des gens qui sont gérés par des internes, par des managers. Donc, je sais en fait. On va dire j'ai plus la main pour faire que ces identités-là des prestataires soient correctement gérées. Alors on s'appuie sur de l'humain évidemment à chaque fois, donc je mettrai pas ma main au feu sur le fait que 100% soit correctement géré dans mon entreprise. J'espère juste que les auditeurs ne m'écoutent pas et que la CPR n'écoute pas cette émission. Mais on a plus de mal en fait avec les courtiers. Les courtiers ce sont des entités légales, ce sont des gens qui ont des entreprises. Elles sont petites, elles sont grandes. Certaines sont très très grandes. Alors les très grands courtiers, on n'a pas de problème. J'ai un courtier en tête il a 1500 salariés. Lui-même, il a un CISO. Cette entreprise a un CISO qui applique toutes les règles. C'est vraiment très strict. Il y a tout ce qu'il faut en termes de MFA, etc. On sait que c'est correctement géré. Mais sur des plus petites structures, mais qui peuvent faire 10 ou 50 personnes, la problématique, c'est la gestion de l'entrée, de la sortie et de la mobilité. C'est ça. La problématique de l'identité, en fait, c'est ça. C'est de savoir, en fait, à partir de quel moment je peux avoir, on va dire, un compte pour me connecter à un système d'information, pour le traduire de manière un petit peu simple. À quel moment je quitte cette entreprise? Donc, la conséquence, c'est que mon identité, mon compte doit être immédiatement arrêté. Tout ce que j'avais comme droit d'accès, qui avait été créé dans tous les systèmes raccordés à la gestion d'identité doivent être arrêtés, ce qu'on appelle le déprovisionning. Et plus on va le faire ça dans un délai court,
plus on garantit en fait la conformité, plus on réduit en fait la surface d'attaque, et plus on ferme la porte à des gens comme Julien qui vont en fait, ça c'est leur petite cacahuète. Tu fermes la porte, ils rentrent par la fenêtre. Oui, alors c'est leur métier. On commence par la fenêtre d'ailleurs, en général. Ouais, Généralement, ça marche mieux. Et le problème qu'il y a, c'est que on a beau, enfin le seul moyen que j'ai en fait, c'est à la fois de sensibiliser ces responsables légaux de toutes ces entités juridiques qui travaillent avec nous. Je peux aussi faire ce qu'on appelle des recertifications d'identité, de droit, c'est-à-dire très périodiquement ou une fois par an à minima, plusieurs fois par an, aller leur demander de revalider que ces personnes-là sont bien chez elles. Mais par exemple, quelque chose qui est très simple. Est-ce qu'un compte est partagé entre plusieurs personnes chez un courtier? Je suis incapable de le dire. Et alors le MFA nous a aidé quand on l'a déployé il y a maintenant presque 2 ans auprès des courtiers à pointer en fait ce problème-là, parce qu'un MFA sur smartphone, ben, si c'est un smartphone que les gens ne se passent pas, ne se prêtent pas, ben, au moment de valider le second facteur d'authentification, la deuxième personne physique qui utilise le même compte, la même identité, n'avait pas le smartphone. Donc on a révélé en fait des choses, mais globalement on est dans un écosystème où on a du mal en fait à maîtriser. Il y a eu des attaques il y a 16 mois, 14 mois, c'est en janvier de l'année dernière, avec un courtier qui a été attaqué. Alors bon, il a bien joué le jeu, il a prévenu en fait tous les assureurs avec lesquels en fait il travaillait, ce qui nous a permis de complètement l'isoler et de lui bloquer en fait les accès au système d'information de façon assez rapide. Mais on voit bien qu'effectivement là on était, je crois que c'était dans le cas pareil, un compte qui traînait en fait quelque part, qui n'était plus utilisé, de quelqu'un qui était parti. C'est le cas classique. Je pense que c'est. Moi, je vois trois aspects qui rentrent en ligne de compte dans cette mise en faiblesse finalement des systèmes d'information. Le premier, il est social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les utilisateurs, les clients, les consommateurs veulent aller plus vite, donc il faut générer des éléments plus vite, valider plus vite, donner des informations plus vite. Donc ça implique d'interconnecter de plus en plus de systèmes les uns avec les autres. Donc ça, c'est une pression sociale, mais c'est la pression de la consommation. Le deuxième point qui a fortement accéléré ça, moi j'ai vu ça pendant le Covid. Pendant le Covid, les gens se sont mis à télétravailler, on a ouvert plein de choses, on a interconnecté des systèmes parce qu'il fallait pouvoir continuer à travailler pendant cette période-là. Et on n'est pas revenu en arrière. On a continué à faire du travail à distance. Donc il y a aussi, mais on n'a pas consolidé ça. On a fait ça dans l'urgence, mais ça n'a pas été forcément consolidé. Et le troisième point, il est technique, c'est que je vais parler des web applications. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont gérées via le web. C'est que l'arrivée du cloud, la déferlante de technologies cloud, alors pour ne pas les nommer les uns et les autres, américains ou pas, ont fait que énormément de sociétés IT se sont dirigées vers ces environnements plus faciles, à l'époque moins chers, ce n'est plus le cas, mais plus faciles à configurer, plus faciles à déployer, et derrière avec du coup un laxisme qui a été mis en place sur le paramétrage, sur la vérification des identités, sur les interconnexions, sur la segmentation des droits, qui a jamais été fait parce que on cherche à faire facile, on cherche à faire vite et on cherche à faire pas cher. Tout à fait. Mais là, tu touches quelque chose. En session de formation, je dis tout le temps à mes collaborateurs, ce que parfois vous vous permettez de faire dans le boulot, je suis certain que vous le faites pas chez vous. À laisser des portes ouvertes. Alors des fois, je suis hyper provocateur, mais là, on est entre nous. Hein. Des fois, je leur dis, il y a juste à regarder l'état des toilettes. Des fois, les toilettes, la manière dont ils sont laissés au travail, je dis, vous feriez pas ça chez vous non plus. La sécurité, elle est exactement pareille. On est sur l'hygiène numérique. Et je pense que les gens, pareil, se permettent de laisser des choses. On va se retrouver avec des PC qui vont rester dans des voitures. Je dis juste, j'ouvre une petite parenthèse là-dessus, mais où on va laisser des PC, on s'en fiche, on va porter plainte, on va voir la DSI, on en récupère un autre. On ferait pas ça avec son PC perso, on ferait pas ça non plus avec ses identités, et même si certains laissent la clé dans le pot de fleurs et une clé de secours de pot de fleurs à la maison, ne faites pas ça chez vous. Néanmoins, je pense que ça se fait, mais au boulot, je pense qu'on le fait beaucoup plus facilement, et c'est dommage pour des gens qui font de la sécurité. Mais nous, on voit ça, c'est les deux aspects qui sont là. D'abord, il y a un point qui est important, c'est de bien distinguer. Il y a toute la partie un petit peu administrative de l'identité. Donc, c'est vraiment la gestion des employés, leur identité, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, dans quelle application, etc. Et après, nous, chez Delinia, vraiment, initialement, notre business, c'est vraiment la protection des comptes à privilèges. Donc, c'est vraiment des populations très ciblées qui ont le droit de faire des choses qui peuvent vraiment créer des gros problèmes en interne. Mais ce qu'on voit, c'est que cette gestion purement administrative
de l'identité, bah, elle n'existe plus en fait. Aujourd'hui, l'identité de peu importe l'individu, ça devient de la sécurité. Et c'est là où on voit converger l'identity security. Aujourd'hui, il faut protéger l'identité, pas uniquement pour sa dimension administrative, mais vraiment parce que elle peut poser problème à n'importe quel moment. Donc, il y a vraiment cette convergence de plusieurs métiers. Donc, il y avait l'IGA, il y avait la gouvernance des identités, les comptes à privilèges, et tout ça, c'est en train de converger. Et après, il y a la partie SaaS, cloud, etc. Effectivement, où bah, on a des identités partout. Et les Américains, et des fois, ben, on a des tenants chez tout le monde, et on a des identités chez tout le monde, et on a des identités qui n'ont pas les mêmes privilèges ici et là. Et là, on va revenir encore à la visibilité. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une visibilité exhaustive bah, sur tous ces environnements cloud, ces applications cloud, ces environnements internes. Et c'est uniquement comme ça en construisant des tableaux de bord, mais vraiment précis de ce qu'on a comme identité, qu'on va pouvoir construire justement une gouvernance adaptée. Et là, nous, on le voit exploser. C'est des nouveaux métiers à part entière où on voit des pure players qui vont vraiment travailler sur cette pure dimension visibilité de l'ensemble des identités. Je pense qu'il te faut les deux pans en fait. Là, je pense qu'il faut pas considérer l'identité comme un sujet purement gouvernance. Il faut pas considérer, et loin de là, l'identité et la cyber en général comme un sujet purement technique. Je pense que Julien, tu dois voir ça aussi. Les attaques, elles commencent. On est sur des systèmes et des mécanismes de défense de plus en plus sophistiqués. On a cité déjà le MFA plusieurs fois. Les attaquants, ils l'ont bien compris. Moi, chez moi, je vais mettre une porte blindée, 18 points de sécurité. L'attaquant, il va pas passer par là. Tu parlais de la fenêtre tout à l'heure, où il va essayer de me convaincre par un biais cognitif, par de l'argent, par un désir de vengeance, par une curiosité, une surprise ou ce qu'on veut. Tous les fameux mice ou monnaie, hein, selon les fameux mnémoniques que vous devez connaître, il va essayer simplement de me faire ouvrir la porte ou de me la laisser ouverte. Et en fait, le problème est là aussi, c'est que l'identité maintenant, bah, si on arrive à voler une identité, et là, excusez-moi, je suis assez égo là-dessus, je reviens sur mon usine derrière parce que c'est ma préoccupation de tous les jours, mais moi derrière, c'est un arrêt de prod. Quelqu'un qui va me laisser une identité à privilège ou un compte générique ou même un compte hérité de 1998 mais qui est toujours bien actif sur les machines, c'est du vécu. Derrière, c'est un pivot. Oui, l'attaque, elle va commencer dans le monde IT et dans le monde virtuel, mais elle se finit sur un monde qui est bien réel, qui est bien physique, avec potentiellement des données et des répercussions environnementales, voire humaines. Tout à l'heure, tu parlais de la segmentation vie privée, vie personnelle, qu'on ne ferait pas ça dans la vraie vie. Alors, moi, je constate que malheureusement, les mauvaises habitudes dans le monde professionnel, on les retrouve dans la vraie vie, et qu'il n'y a pas il y a une porosité aujourd'hui entre les deux mondes. C'est qu'aujourd'hui, quand on a des mauvais mots de passe, pour ne citer que cet exemple simplissime, dans sa vraie vie, on a généralement les mêmes mauvaises habitudes dans le monde professionnel. Plus imposé, plus contrôlé. Mais, encore une fois, l'individu, il est attaquable à l'extérieur de l'entreprise, quand effectivement il travaille en télétravail sur son portable professionnel avec ou sans VPN, mais que pour une raison X ou Y, il y a une clé USB qui rentre sur le poste, VPN, pas VPN, s'il est identifié sur une session, l'accès à l'entreprise, il est fait via le monde personnel. Donc l'accès cyber, IT, l'accès physique, on en parle aussi malheureusement très peu aujourd'hui, les entreprises qui ont des procédures d'accès physique, il y en a de moins en moins, des procédures, on parlait tout à l'heure de suivre du monitoring, d'identifiant interne-externe, c'est très bien, mais aujourd'hui, quelle boîte a systématiquement des procédures de révocation d'accès, par exemple, en cas de vol, en cas de départ de collaborateurs, en cas de litige? C'est le cas dans certaines industries qui ont tout à fait conscience de ça, c'est loin d'être le cas dans toutes les entreprises, et encore moins les PME qui ne savent même pas que ça existe. Et puis des grands groupes, comme le tien, comme le mien, dans nos industries, en fait, on va dire, on a quand même en fait tout un tas de plus petites sociétés avec lesquelles on travaille, et qui à ce moment-là, alors je veux pas attaquer les plus petits, hein, mais en fait insère en fait des points de fragilité dans nos organisations, parce qu'effectivement, et c'est exactement ce que tu décris, Julien, c'est que autant pour nous, nos grands groupes, on va dire que c'est globalement bon, hein, et on n'est peut-être pas loin d'un 100%, mais sur des entités plus petites et qui peuvent être des fois des fournisseurs stratégiques, et avec des accès en fait directement connectés sur nos SI, on laisse en fait des points de fragilité.
Et puis, et puis il y a également l'aspect humain dont tu parlais tout à l'heure. Pour en dire deux mots, moi je suis toujours étonné de voir en fait le nombre d'attaques de fraude au président qui peuvent encore fonctionner. Et je ne comprends pas comment en 2026, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais en fait ça reste encore vraiment important, et avec à chaque fois des sommes d'argent. Alors on parle pas effectivement de prendre le patron d'une boîte de crypto voilà, en otage, ça c'est un autre sujet, mais vraiment les fraudes au président qui visent globalement à valider des virements et des choses comme ça. Mais elles sont de plus en plus faciles parce qu'aujourd'hui on a les outils pour produire des contenus de mieux en mieux fait, de plus en plus réaliste. Aujourd'hui, on peut faire de la simulation sur un Teams en temps réel avec le visage de quelqu'un d'autre et sa voix interconnectée avec une IA qui va répondre aux questions. Il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis il y a quelques semaines. Un directeur de Comex devant ses associés. 21 minutes avant d'être démasqué. On est quand même sur quelque chose d'énorme. Et tout ça avec des IA qui sont accessibles par n'importe qui sans aucune compétence technique. Alors mon propos, c'était valable jusqu'à avant-hier. Comme ça évolue tous les jours. Sans compter, je peux juste une petite remarque, c'est aussi nos décideurs aussi. On fait entrer les outils du quotidien, les WhatsApp et autres aussi, en plus de nos Teams et nos Zoom et autres. Alors on va parler cette fois-ci des identités machines, des comptes de service, des agents IA, ce qu'on appelle souvent les données oubliées. Donc apparemment, elles sont souvent inconnues des équipes. Comment justement on fait quand on a un vecteur comme celui-ci d'attaque qui est sous-estimé par tout le monde ? Les identités, nous on voit ça régulièrement, et ça, alors là dans les environnements outils et tout, alors là on peut se préparer à trouver des trucs assez sympas, mais moi je me souviens d'un cas de figure où j'avais une personne qui me disait non mais là on a un compte de service. Je pense que ça fait 10 ans qu'on l'a pas changé. Si on doit le changer, il doit y avoir 80 applications qui tournent avec. C'est ça. Et là, il y a quelqu'un qui lui a répondu, c'est simple. Soit vous le changez, et puis on va vous appeler toute la journée parce que toutes les applications vont s'arrêter. Ou bien un jour, c'est quelqu'un d'autre qui va le trouver. Et ça sera beaucoup moins sympa. Il va pas vous appeler pour vous dire qu'il l'a trouvé. La phrase clé de l'usine, c'est tant que ça marche, on touche pas. Voilà. Mais donc du coup, ils l'ont changé ou pas ? Alors du coup, ils l'ont changé. Ça leur a pris un travail dingue de rechanger toutes ces ce qu'on appelle des dépendances, parce que un compte de service, il peut y avoir 15 niveaux de dépendance en dessous, mais il faut prendre le temps de le changer parce que un jour, tôt ou tard, quelqu'un va tomber dessus et il appellera pas pour dire qu'il l'a trouvé. Et ça prend combien de temps de changer quelque chose comme ça ? Pour avoir une idée un peu pour le public, ça peut peut-être déstresser. Ça dépend. Ça dépend de la qualité d'interconnexion, de structure des applications. Donc ça peut être quelque chose qui est trivial si ça a été bien fait, bien structuré. Et puis ça peut prendre des mois avec des perturbations à prévoir parce que on ne sait pas toutes les dépendances, les conséquences de changement. On va changer 10 systèmes, on va oublier le 11e. Et le 11e, c'est celui qui pilote telle machine-outil ou tel service. Et ça va tomber en panne avec des conséquences qui peuvent être assez dramatique. Puis ça dépend de quelle industrie. Oui. Si c'est une usine de production de véhicules, ça s'arrête normalement au moins 4 à 5 jours par an. Si c'est un four, ça peut être tous les 6 ans, 9 ans, 12 ans. L'exemple qui me vient moi à l'esprit, c'est Jaguar Land Rover qui a eu des accidents significatifs, interruption de plusieurs mois, 2,5 milliards, je crois, de dégâts. C'est une catastrophe. Et tout ça est parti de, encore une fois, une petite cyberattaque. Donc la conséquence, ou en tout cas le fait de dire, il y a des fois c'est un rouage qui va mettre la machine complètement en panne, ça existe toujours. Et ça aujourd'hui, à moins d'avoir une cartographie très précise, un suivi dans le temps et surtout une attention particulière à ces sujets-là, c'est quand même très compliqué de dire ça va prendre tant de temps. En fait, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que les best practices, c'est de faire tourner les mots de passe. Et quand on a un mot de passe comme ça sur un compte de service qui n'a pas été changé depuis 12 ans, l'avantage de documenter et de s'outiller, c'est qu'une fois qu'on l'a documenté, on va pouvoir l'automatiser et de rentrer dans une procédure de rotation régulière des mots de passe, et c'est l'objectif. Et encore une fois, je vais revenir sur le mot maturité. Les comptes de service, quand on voit les projets où on vient sécuriser les comptes à privilèges, bien, on va déjà sécuriser les comptes humains, on va commencer par ça, et petit à petit, on va aller vers les comptes de service, mais parfois, avant de couvrir les comptes de service,
on va passer 1 an à documenter tout ce qui n'a pas été documenté depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais au moins, avec le bon outil, on va le faire une fois et pouvoir l'automatiser. Et automatiser, ça veut dire d'avoir une visibilité sur ces comptes et de maintenir une hygiène sur des comptes qui font tourner des machines de production. Et on connaît bien sûr la loi de Murphy. Ce compte-là, il sera découvert un jour ou l'autre. Hein. Quelqu'un va tomber dessus. Donc, bien sûr, on peut prier, mais c'est rarement une méthode qui marche. Il faut prier, puis une pointe de pragmatisme de temps en temps quand même. Voilà, surtout que les gens de la Sécu que nous sommes descendent dans les usines, descendent au plus près des métiers et discutent avec les gens qui savent, surtout avec les sachants, ceux qui manipulent les données, ceux qui vont connaître les conséquences. C'est souvent aussi ça, on a tendance à être mal vu aussi, on va dire ce qui est, on est les monsieur contraintes, on dit non tout le temps, non on dit pas non, on dit oui mais, encore une fois on adapte, et surtout de aussi discuter avec les gens, c'est eux qui connaissent leur process, ils connaissent leurs données, ils connaissent les conséquences aussi. C'est eux qui nous nourrissent aussi, il faut jamais l'oublier. Alors, puisqu'on est quand même toujours sur le thème un petit peu des IA agentiques, ils peuvent prendre des décisions. Quand on a justement des IA qui prennent des décisions, qui ont des droits d'accès, qui va porter l'identité, qui porte la responsabilité? Je crois qu'il faut que les assurances répondent sur ces sujets-là. La responsabilité, c'est... À qui incombe la responsabilité? C'est facile. Ah. Ça n'existe pas, la personnalité juridique en fait d'une IA, en tout cas pas aujourd'hui. Alors, bientôt ça va peut-être évoluer, effectivement. Donc aujourd'hui, on a comme population les gens que l'on connaît, qui sont, on va dire globalement, les équipes de développement, donc qui ont ce qu'on pourrait qualifier en fait d'une responsabilité technique. Le fait d'avoir défini les actions, les activités qu'ils vont programmer, alors que ce soit fait par des simples programmes à l'ancienne, on dirait, je vais dire, ou par des agents ou des IA agentiques. Et puis après, on a juste l'entreprise avec sa pyramide en fait de responsabilité et qui va passer et qui va remonter en fait jusqu'à la direction générale et jusqu'au COMEX. Aujourd'hui, en fait, on est dans un monde qui n'est pas normé. Donc je crois qu'en fait aujourd'hui c'est la responsabilité technique, elle est du côté on va dire de l'équipe de développement peut-être du métier qui est derrière, on devrait pouvoir faire un petit peu un package, et puis sinon c'est bien une problématique en fait de direction générale et de COMEX. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Les IA, elles ont un principe d'apprentissage, donc elles vont apprendre des données internes. Donc elles sont, on va dire, relativement contrôlées ou en tout cas contrôlables, et elles vont également les enrichir avec des données externes. Aujourd'hui, encore une fois, d'un point de vue offensif, il y a des attaques qu'on appelle les attaques, les LM, donc on va attaquer les modèles d'apprentissage, on va les empoisonner, et ça, c'est des données qui vont venir de l'extérieur. Et aujourd'hui, on ne contrôle pas les données qui viennent de l'extérieur, donc s'il n'a pas été non plus dès le départ, on parlait de security by design tout à l'heure, mis dans l'apprentissage ou la conception de l'IA, le fait de dire attention, et il y a des dangers potentiels avant même qu'on les mise en route, ces choses-là vont s'intégrer, vont se propager, vont être potentiellement oubliées, et un jour elles ressortiront. Donc en fait, le problème c'est qu'on a souvent mis des IA beaucoup trop rapidement dans les entreprises, sans se poser la question de mais c'est quoi les dangers de l'IA, c'est quoi les dangers aujourd'hui, quels sont, et c'est émergent, les cyberattaques par IA et avec IA sur les IA, ce sont des choses, on parle de quelques mois, quelques années pour les plus anciennes, mais c'est relativement jeune au regard de la cybersécurité d'une manière générale. Et c'est encore une fois, aller trop vite et ne pas se préoccuper des problèmes de sécurité en amont, c'est toujours l'erreur en fait. Moi, sur ce sujet, on revient à la gouvernance finalement, parce que il y a pas très longtemps encore, on discutait de ce sujet. Quand on a un product owner qui va mettre à disposition de 80 pays une application, c'est de sa responsabilité de provisionner les bons comptes, les bonnes identités. C'est de sa responsabilité de faire les revues de comptes, de déprovisionner ce qui. Et on a un product owner et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Je comprends une chose simple, c'est que dans un monde qui va de plus en plus vite, l'IA peut devenir un avantage compétitif si on le contrôle bien. Ça c'est sûr, tout le monde l'a bien compris. Et il faut que ce vecteur-là, il faut que cette IA-là, elle soit référencée
le product owner qui va mettre à disposition cette application, ben, c'est à lui de porter cette responsabilité aussi. Pourquoi est-ce qu'il porterait pas cette Il responsabilité? y a le product owner, mais tu as aussi l'utilisateur derrière qui, on est beaucoup en entreprise à avoir par exemple, notre cartographie d'information, le fameux C0, C1, C2, C3 par exemple. Si tu éduques pas tes utilisateurs en leur disant, ok, tu as le droit de prompter, tu peux analyser un PDF, machin, si c'est du C3, tu me le balances pas dans l'IA, même si elle est encadrée, même si notre version de Copilot ou autre, je fais pas de pub, elle a été pensée pour, elle est sur, par exemple, on-premise, donc sur nos infrastructures, elle est encadrée et tout ce qui rentre dessus ne ressort pas. Néanmoins, voilà, tu as quand même l'utilisateur qui prompte derrière, qui est responsable aussi de ce qu'il fait, même s'il y a un product owner de l'IA par elle-même, même si ça a été vu par les gens de la sécurité, tout ça. La chaîne de responsabilité, elle est quand même éclatée, quoi. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on parle toujours des développeurs, des déployeurs, etc. Mais aujourd'hui, les éditeurs des IA sont aussi co-responsables de... Demain matin, il y a un bug, j'en sais rien, chez Anthropic ou chez OpenAI. Quelle est la part de responsabilité aujourd'hui du fournisseur on va dire de cœur technologique de l'IA au regard de celui qui l'a implémenté ou déployé? Il n'y a pas aujourd'hui de chaîne de responsabilité sur ces sujets-là. Est-ce que c'est des choses qui vont aboutir? Est-ce que c'est des choses qui vont évoluer? Moi, franchement, je pense que c'est optimiste de penser que les éditeurs vont porter cette responsabilité. Je suis même sûr que non. Parce que l'éditeur qui nous le dit. Hein. Voilà. Non, mais c'est même pas ça. Je me dis, à partir du moment où tu prends la responsabilité de mettre le truc chez toi, bah le truc il est chez toi. Donc si t'arrive un pépin, je sais pas, parce que j'estime qu'il y a des garde-fous quand même à mettre en avant de la part des éditeurs. Qui est valable par exemple pour l'automobile, ou quand il y a un défaut de fabrication d'un airbag dont on parle beaucoup en ce moment, aujourd'hui c'est le constructeur qui prend la responsabilité financière et la rappel. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans certains modes d'industrie, on le retrouve pas au niveau des IA. Parce que c'est nouveau. On va voir comment ça va être implémenté. Mais à mon avis, il y a une responsabilité quand même. Enfin, j'estime que si, il y a une responsabilité à faire porter. Admettons, demain, on utilise l'IA pour une. On va prendre Manus. J'en parlais ce midi sur une autre émission. Manus aujourd'hui a des agents IA qu'on peut déployer directement sur l'ordinateur de façon fermée, et qui a garanti, en tout cas, qu'il nous demande l'autorisation avant chaque accès. Si demain on se rend compte qu'il est en train d'accéder partout et qu'on n'a pas autorisé, pour moi, c'est l'IA qui est responsable. Puisqu'elle a des garanties, dans le contrat de vente, c'est censé demander l'autorisation avant d'accéder à n'importe quel fichier ou document. Tout est bien cadré, effectivement. Quand c'est bien cadré. Bon, quand c'est bien cadré. Et enfin, on parlait de Copilot, par exemple. On a aussi chez nous et dans les mêmes conditions que chez toi. Je ne suis pas sûr que... déjà, on va pas lire, contrairement, on achète un appareil électroménager, on va un peu regarder la documentation, enfin un tout petit peu. Ne pas mettre le chat. Parfois, on appuie sur des boutons, regarde si c'est ce qui marche pas. Je reprends ma phrase. Déjà, pour un appareil électroménager, on ne regarde pas les conditions d'usage. On le fait encore moins, effectivement, pour des IA, qu'elles soient celles de la vie privée ou celles du monde de l'entreprise. Donc, après, une IA, elle va venir consommer une identité qui a des droits, qui a des autorisations. Et à partir du moment où moi, je décide de filer une identité à cette IA je veux dire, une IA aujourd'hui, elle peut rien faire si je lui donne pas les credentials qui vont bien pour aller faire ce que j'ai envie de faire. Donc ça veut dire qu'il y en a quelques-unes qui outrepassent un peu les droits aussi quand même. Qu'elles s'autorisent en fait, elles se donnent des autorisations. Alors, j'ai envie de qu'on passe sur la partie des budgets, parce chaque année, on répète la même chose. Je sais pas si c'est de pire en pire ou c'est juste tout le monde répète la même chose à chaque fois, mais chaque année, on me dit les contraintes budgétaires s'alourdissent et on rétrécit de plus en plus le budget. Donc, je sais pas si le budget rétrécit vraiment ou c'est un sentiment, mais en tout cas, pourquoi l'identité devrait-elle être mise au premier plan? Bon, après tout ce qu'on s'est dit depuis le début de cette émission, on comprend malgré tout le pourquoi du comment, mais je veux bien qu'on y réponde, et je veux surtout avoir l'avis du public. Donc je vous pose la question, si vous deviez arbitrer aujourd'hui, metteriez-vous l'identité et les accès comme priorité numéro 1 de votre stratégie cybersécurité? Oui, non, ça dépend. Et puis je vous laisse la main pour nous répondre pourquoi ou pas, d'ailleurs, on devrait mettre justement l'identité en priorité. Bon, je fais une réponse très courte. Dans 100% des pentests que je peux faire, il y a un problème d'identité. C'est systématique et c'est généralement le problème numéro 1 que je peux rencontrer. Moi, je vais abonder dans ce sens, c'est qu'on peut lire 90% des PSSI et qu'on va avoir en première ou en deuxième ligne le contrôle et la gestion des accès. Et pourtant,
souvent on n'a pas le budget qui va bien en face pour mettre ce qui est. Et là, on va rapidement sur le budget, mais moi je pense que la partie des identités, c'est quelque chose de beaucoup moins sexy de mettre en place un EDR ou un XDR ou je sais pas un dispositif de sécu hyper sexy. Les identités, c'est pas que acheter un outil, quoi. C'est tout ce qui est important dans la gestion des identités, c'est ce qu'il y a avant. C'est quelle est la stratégie de compte qu'on va mettre en place, les comptes nominatifs, on va se retrouver avec des comptes partagés ici et là. Donc, est-ce que c'est vraiment qu'une question de budget ? Moi, j'en suis vraiment pas sûr. Surtout que si on regarde sur les 10 dernières années, il y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés, beaucoup de nouveaux éditeurs qui sont arrivés sur le marché avec des offres beaucoup plus attractives que ce qu'on pouvait faire il y a 10 ans. Et moi, je trouve que ça n'a pas fait exploser le nombre de projets d'identité. Voilà. Okay. Je pense que le budget, c'est vrai. Il y a des contraintes budgétaires. Et il y en a toujours eu. Mais c'est pas la première raison, je pense, qui fait que. C'est une prise de conscience. Alors, c'est la maturité dont tu parlais. Une prise de conscience, évidemment. Pour moi, je dis c'est une prise de conscience à avoir. Après, je pense que nous, on prêche des convaincus. On est entre nous, on est entre experts. Donc, c'est des choses qu'on connaît. Donc, à nous aussi de faire passer ces mots-là à nos comex et de dire que voilà, on peut pas se permettre de sécuriser partout. Exactement. Encore une fois, je reprends mon image de porte blindée. Si c'est pour laisser la porte ouverte, on laisse la clé. En plus de tout ça, ça veut dire que mon attaquant, il passe sur le radar. C'est-à-dire qu'il utilise une identité légitime. Si je parle d'une identité compromise. Donc, en plus, il peut tranquillement faire son œuvre et ça permet à Julien de gagner sa vie, mais aussi à montrer que c'est un gentil attaquant et qu'il y en a qui sont beaucoup moins gentils et qui peuvent permettre derrière de faire des gros dégâts. Moi, je pense que ce que tu disais tout à l'heure, et le problème, c'est pas le budget. Le problème, c'est la façon dont on vend les risques et les impacts aux décideurs. Pour nos décideurs, le problème, c'est le budget quand même. Alors, le problème, c'est le budget, mais la vraie façon d'obtenir le budget, c'est de mettre en perspective les vrais risques qu'il y a en face à ne pas le mettre en place. On a évoqué le sujet tout à l'heure en parlant du Zero Trust. Le Zero Trust, c'est le moyen de couvrir un petit peu certains risques humains, les déficiences humaines, sauf que ça coûte cher à mettre en place, ça coûte cher à maintenir. Des entreprises aujourd'hui où c'est réellement en place, réellement implémenté sérieusement, il y en a très peu, y compris dans des entreprises sur des domaines sensibles. Donc la question c'est de dire aussi, c'est aussi un problème budgétaire de ne pas pouvoir déployer ce type de sursécurité qui justement va combler la faille humaine, l'oubli du mot de passe, le compte mal paramétré, etc. Donc aujourd'hui, ça coûte très cher. Ouais. Alors, il y a quand même un problème de budget. Oui, les budgets en fait se rétrécissent. Généralement, ça coûte assez cher de déployer une solution de gestion d'identité, une solution d'IAM. Alors pourquoi ? Parce qu'on en a déjà des tonnes. Et moi, souvent, et dans mon entreprise, je prends l'image de l'oignon, où en fait, on a à chaque fois commencé des projets qu'on n'a pas terminés parce qu'on a coupé le budget, ce qui fait qu'on n'a pas complètement enlevé l'ancien système, décommissionné l'ancien système, mais on en a remis un petit peu un nouveau. Et puis, on a refait ça plusieurs années. On a aussi, donc, pareil, dans l'industrie de l'assurance, dans le monde de l'assurance, on a des programmes, ce qu'on appelle le legacy, qui sont plus âgés, peut-être que certains d'entre nous. Et en fait, tous ces systèmes-là, en fait, sont posés les uns à côté des autres, et on a du mal à avoir la fameuse vue globale, en fait, dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on va vouloir en fait implémenter une solution moderne de gestion des identités, alors on en a beaucoup parlé depuis le début de l'émission, mais c'est à la fois pour avoir des référentiels uniques, avoir une vision qui soit centrale, pouvoir couvrir les nouveaux risques qui sont apportés, comme on l'a vu tout à l'heure, par la multiplication des identités machines, le développement des identités pour les agents IA, etc. Mais on cherche aussi, il faut pas oublier nos sponsors que sont nos métiers et l'entreprise, à offrir en fait de nouveaux services. Donc on va vouloir en fait pouvoir ce qu'on appelle raccorder, donc protéger des applications le plus rapidement possible sur des standards modernes qui évoluent. Alors, ils évoluent beaucoup moins vite que les intelligences artificielles, mais bon, il faut se maintenir en fait quand même. Et en fait,
dans ce combo, on a quand même aussi besoin de beaucoup d'argent. Nos prédécesseurs, ou ceux qui étaient là au siècle dernier, dont je fais partie, tu l'as dit tout à l'heure, la cyber, c'était déjà le mot n'existait pas. Il y avait moins, en fait, d'attaques externes. Enfin, même globalement, ça n'existait pas. Et on n'a pas vraiment pris ça en compte dans ces programmes legacy que l'on a encore. Et donc, tout ça fait qu'il faut aussi passer du temps pour corriger, adapter et mettre aux normes en fait ces anciens programmes sur un parc applicatif qui peut être très très important en fait, hein, dans des grands groupes en fait comme les nôtres, on a des centaines de programmes et d'applications. Donc ce qui fait qu'en fait ça demande en fait des budgets qui sont assez importants. Mais pour autant, c'est comme une assurance en fait, c'est toujours trop cher quand on la paye et qu'on n'en a pas besoin, mais on est quand même bien content de l'avoir et que l'assureur soit là quand on a le moindre dégât, le moindre sinistre. Donc le budget accordé pour la gestion de l'identité et la gestion de l'IAM, c'est en fait exactement comme une assurance. Et moi, dans mon domaine, et je terminerai là-dessus, on est très réglementé. Des amendes qui sont le non-respect de DORA, le non-respect des contraintes imposées par l'autorité de contrôle des assurances peuvent en fait coûter aussi des amendes qui peuvent être très, très élevées. Donc il faut aussi prendre compte de ça et mettre ça en balance. Alors justement, je vais vous donner la réponse du public à la question que je vous ai posée. Et tu parlais d'assurance et effectivement, on attend toujours que ça nous arrive. Moi, je pense que dans le cas, par exemple, de Jaguar Land Rover, au vu de la facture finale, ils vont plus jamais re-regarder de travers une facture en cybersécurité. Hein. Alors, on a posé la question, si vous deviez arbitrer aujourd'hui, metteriez-vous l'identité et les accès comme priorité numéro 1 de votre stratégie cybersécurité? On a 74% qui répondent oui, on a 13% qui répondent non, donc on n'a pas réussi à les convaincre, et on a 13% qui répondent ça dépend. On a le public qu'on mérite. Moi, j'aimerais bien rajouter une chose sur ce sujet, parce que c'est vrai que le budget, c'est toujours un problème, mais moi, je vais revenir encore une fois sur la maturité. Parce qu'aujourd'hui, le problème de budget, on voit plein de projets qui s'arrêtent en plein milieu. Parce que on n'a juste pas compris que il faut y aller étape par étape, quoi. Et parfois, si on a bien compris qu'il faut commencer par protéger les comptes à privilèges, les comptes qui sont les plus sensibles, etc. Si on a compris que protéger ses identités, c'est pas un big bang, mais c'est un programme qu'on va exécuter petit à petit. Tout à l'heure, je vous disais les comptes de service. Mais les comptes de service, ça fait trembler tout le monde. Les comptes de service, même pour ceux qui sont les plus aguerris, quand on leur dit... Et les comptes de service, ils font comme s'ils n'avaient pas entendu. Parce qu'ils savent qu'il y a une couverture qui est aboutie et exhaustive sur certains périmètres. C'est comme le DevOps aussi. Moi, j'en ai eu un qui m'a dit « Ah, le DevOps, j'ai fait un email à ma direction, je suis couvert. » Il développe tout dans tous les sens, mais il respecte pas. Et tout ça pour dire que oui, il y a des budgets, mais on peut commencer par couvrir des cas d'usage qui sont le b.a.-ba de la protection des identités et qui va permettre aussi déjà, avant d'aller demander une enveloppe longue comme le bras, enfin, on peut commencer, montrer qu'on peut commencer à adresser une partie du risque et aller chercher du budget petit à petit quand on a commencé à montrer qu'il y a une vraie valeur ajoutée à implémenter ce type de protection. Certaines solutions imposent quand même... J'en parlerai pas. Voilà. Alors, elles ne sont pas représentées ce soir. Voilà. Mais ça impose quand même de mettre un ticket d'entrée. Oui, c'est important, quand bien même c'est en ça. Et on va retrouver un deuxième biais, c'est qu'on va mettre souvent un ticket d'entrée pour avoir sa petite certification, son passage, son obtention de responsabilité civile. Et l'année suivante, on ne fait rien et les choses ont évolué, les devs ont été mis en place, il y a eu des déploiements et on ne va pas réitérer ce budget de manière régulière pour s'assurer que ce qui a été constaté à un moment donné est quand même toujours valable en année 2. Conditions de sécurité. Ouais. Et ça, c'est souvent le problème, c'est qu'on va négocier une enveloppe une année et on n'a pas l'année d'après. Alors qu'il faudrait effectivement que ça soit systématiquement, en tout cas, reconduit. La reconduction. On vient acheter un produit et on n'a juste pas compris qu'il fallait 10 personnes pour garder à jour le produit, le mettre à jour. Pire, on peut avoir même un faux sentiment de sécurité. Moi, j'aime bien l'analogie avec la voiture, ça marche toujours. On fait une vidange dans une voiture, sinon la voiture, elle va pas bien loin. C'est exactement pareil pour les SI. Alors, une dernière question avant la fin de cette émission. On
Tu as fait tout à l'heure t'as parlé un petit peu du Zero Trust. J'ai vu également que dans les commentaires, le Zero Trust, les moindres privilèges, ça intéressait, donc je vais poser ma dernière question. Zero Trust, just in time, moindres privilèges dans un environnement avec du legacy. On en parlait juste avant. Est-ce que c'est des contraintes opérationnelles qui sont fortes? Est-ce qu'on applique vraiment ces principes ou est-ce qu'on se raconte une histoire? Et je pose la même question au public. Dans votre organisation, le principe de moindres privilèges sont-ils réellement appliqués au quotidien? Oui. Oui. Oui, heureusement. Ok. Pas partout, pas tout le temps. Mais pour moi, ouais, c'est une règle de base qui est hyper importante et qui est facile à comprendre, donc facile à adhérer aussi pour les collaborateurs. Même dans un environnement avec du legacy? Mais justement, surtout avec du legacy, parce que ça rejoint un peu les identités externes dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, une identité externe, ça va s'appeler un automaticien, un mainteneur, un superviseur, un opérateur de maintenance tiers. Et les châteaux d'eau maintenant, on veut plus aller se déplacer sur place pour faire une levée de doute. On veut se connecter à un VPN, on veut d'abord aller regarder à distance ce qui se passe. Néanmoins, je suis pas obligé de maintenir un accès à privilège tout le temps. Donc le just in time, voilà, on peut donner aussi une temporalité à ces identités, de dire c'est pas parce que tu as les droits admin ou ce compte à privilège que tu les as tout le temps. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui est assez utile et nous qu'on utilise beaucoup, en tout cas dans le monde Indus, parce que justement, ça permet de pallier certains manquements dus au legacy, justement. Il y a quelques années, quand le e-commerce s'est créé, donc ça commence à faire un temps que les moins de 20 ans ont du mal, ou 40 ont du mal à connaître, on avait ce qu'on appelait la zone 41. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Ça me dit rien. C'était une règle qu'on mettait en place sur la plupart des sites e-commerce dans le monde qui écartait en tout cas les connexions qui venaient du continent africain, parce que il y avait beaucoup d'arnaques qui venaient de ces pays-là. Donc le Zero Trust était un peu raide et un peu dur. Néanmoins, il y avait déjà ces notions-là. Aujourd'hui, de dire une connexion VPN un dimanche soir à 20h, ça n'a pas de sens. Il faut mettre en place des choses qui sont simples, elles sont simples à mettre en place, elles sont simples à être acceptées, parce qu'il y a une logique qui est compréhensible derrière par les utilisateurs, où tu as besoin de travailler un dimanche soir à 20h, et il te faut une autorisation, une contre-vérification téléphonique, par exemple, pour avoir accès au système d'information. C'est pas forcément des choses qui sont très compliquées à mettre en place. En revanche, il faut les ressources pour pouvoir mettre ça en place. Et ça rejoint les 2 téras de données n'ont pas à être exfiltrés en une seule fois. C'est ça. Pareil. C'est un gabarit normal d'utilisation. Ou des fiches du ministère de l'Intérieur n'ont pas à sortir plus de 30 fiches par heure. Ça commence à être une belle vitesse de lecture quand même. Alors, c'est quand même compliqué quand on a du legacy, mais il n'y a pas que la partie des programmes en fait et des applications qui est compliquée, l'état d'esprit en fait. Et j'ai des exemples très très précis dans mon entreprise, ou pour les fameux comptes d'admin qu'ont certains développeurs en fait. C'est extrêmement compliqué de leur expliquer qu'on est capable de mettre en place du just in time, donc on va leur délivrer les droits privilèges que le moment où ils en ont besoin et qu'ils l'ont pas tout le temps, et quand ils ont fini de les utiliser, on ferme, voilà, on coupe le robinet, parce que ils vont toujours trouver en fait, c'est humain, la bonne excuse en disant oui mais bon ça, le problème forcément arrive dans la nuit de samedi à dimanche, etc. Enfin lors du passage de mon batch, et donc là à ce moment-là ils n'ont pas complètement tort, parce qu'il faut effectivement que l'organisation qu'on met en place dans nos entreprises permette effectivement d'avoir un valideur qui soit là, ou d'avoir en fait un mécanisme, un processus qui permette effectivement d'attribuer son élévation de privilège le temps qu'il fasse son intervention technique, ou sa réparation, son dépannage, puis après de le refermer. Donc ça génère en fait quand même beaucoup d'activités et une certaine réflexion pour mettre ça en œuvre. Alors c'est vrai aussi, moi j'ai fait avant d'être dans l'assurance, j'ai fait aussi un passage dans l'industrie. On a dans l'industrie peut-être plus en fait ce réflexe-là que dans le monde des services en fait, j'ai l'impression. Et je suis pas surpris en fait par ce que tu expliques en fait chez toi, où effectivement c'est dans l'état d'esprit quoi. En tout cas, pour nous, c'est très concret cette partie Zero Trust, et on le voit en fait. Aujourd'hui, on peut aller acheter une identité qui fonctionne. On va aller sur un site, sur le dark web, acheter une identité et on sait qu'elle fonctionne si on va se loguer sur un système, etc. Et c'est vrai que
on va parler de zéro standing privilege et de just in time. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très concret. Il y a des solutions techniques maintenant où il peut aller acheter l'identité qu'il veut. De toute façon, pour aller se connecter, il va aller se connecter. Techniquement, on va lui filer des credentials qui vont être valides juste le temps pour réaliser ce dont il a besoin. Et au moment où il va se déconnecter, les credentials, ils vont être révoqués et c'est terminé. Maintenant, c'est vrai que pour moi, je pense que ma vision du legacy, est-ce qu'on peut implémenter aussi facilement ce type de dispositif? Aujourd'hui, là où on va être vraiment le plus pointu sur ce just-in-time et zero standing privilege, ça va être toutes ces consoles cloud, toutes ces applications cloud, avec tous ces développeurs qui se connectent la nuit, le jour, pour faire tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment pour ces populations-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a certains types d'entreprises où on va même plus mettre en place ces trucs-là qu'on paye très très cher, dont on dira pas le nom, parce qu'elles sont plus du tout adaptées, quoi. On va mettre 2 ans à les déployer, etc. C'est plus du tout d'actualité. On va mettre que, justement, ces outils de dernière génération qui font que du ZSP, que du Zero Standing Privilege et que du Just-in-Time. Alors, je vais vous donner la réponse du public. Dans votre organisation, les principes de moindre privilège sont-ils réellement appliqués au quotidien? Alors là, on a vraiment polarisé. On a oui à 47% et non à 53%. Il n'y a pas de ça dépend. Là. Alors, un dernier mot, Julien, avant qu'on ait... Je voulais rebondir sur les notions d'identité usurpée qu'on peut trouver sur le dark web dont tu parles. C'est un petit peu mon cheval de bataille, je vais en parler. On a aussi un blocage, un empêchement réglementaire pour surveiller ce genre de choses en France, puisqu'on n'a pas le droit, en théorie en tout cas, d'aller consulter ces données pour en faire simplement le monitoring et pouvoir éventuellement réagir si demain une identité, qu'elle soit humaine ou non humaine, fuite et est mise en vente sur une data leak, etc. Donc aujourd'hui, on a aussi des difficultés pour la surveillance de ce genre de choses qui permettraient d'être beaucoup plus réactif, par exemple, de révoquer des accès, effectivement, dès la moindre détection d'un truc. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire. Tout le monde le fait, mais on n'a pas le droit de le faire. Bien, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci également au public qui nous a suivis. J'ai bien vu vos questions. C'était aujourd'hui une émission qui était en partenariat avec Delina, d'où aussi la question de la gestion des identités. Vous avez tous joué le jeu, parce que c'était assez intéressant. Je me rends compte également, comme la plupart de nos émissions, en fait, on pourrait faire plus d'1 heure, puisqu'on a dépassé un petit peu. Et encore, je pense qu'on aurait encore des choses à se dire. Donc, merci beaucoup au public qui nous a suivis. Merci également aux intervenants. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle émission des Tables rondes des experts de Risque Intel Média.